Grand 5, espace des états et observable physique. Petit 1, discussion. On a vu que tous les états en physique quantique n'avaient pas de valeur bien définie d'une grandeur g quelconque. Certains états peuvent avoir une valeur bien définie, et l'on avait noté qu'être gi, les vecteurs d'état associés à un état ayant la valeur gi bien définie de g. Et puisque l'on peut faire toutes les combinaisons linéaires que l'on veut, il existe des tas d'états, en fait l'immense majorité des états, qui n'auront pas de valeur bien définie de g. État qui s'exprime sous la forme ket psi égale somme sur i des alpha i gi. Si on fait une mesure de g dans un état de ce type, on va obtenir gi avec une probabilité proportionnelle au module de alpha i au carré. Le problème, c'est que si l'on fait une mesure de la grandeur physique g dans cet état psi, on va trouver un certain gk, et donc il n'y aura aucun moyen, en faisant une mesure de g, de distinguer cet état psi d'un autre état psi', pour lequel alpha k serait non nul. Donc c'est un peu embêtant. La mesure de g ne nous permet pas de distinguer des états qui sont pourtant différents, sauf justement pour ces états gi. La mesure de g distinguera toujours g1 de g2, puisque g donnera toujours la valeur g1 quand on est dans l'état g1, et toujours la valeur g2 quand on est dans l'état g2. Si on est dans l'état g1, la mesure de g ne donnera jamais g2, g3, etc. Par conséquent, le ket g1 ne peut pas être écrit comme une combinaison somme sur i des alpha i gi, avec des g2, g3, gn. Un état à valeur bien définie donnée gk ne peut pas s'écrire avec des composantes sur les gi. Or, dans un espace vectoriel, des vecteurs qui n'ont pas de composantes les uns sur les autres, on dit qu'ils sont orthogonaux. C'est ce qui fournit la notion d'orthogonalité. On a introduit une notion de produit hermitien, qui nous a donné une notion d'orthogonalité, et donc il est naturel maintenant de considérer les vecteurs qui sont clairement distincts les uns des autres, par rapport à la grandeur g, comme orthogonaux. C'est-à-dire que l'on va construire le produit hermitien de telle façon que tous ces états gi soient orthogonaux, c'est-à-dire que dans leur développement, il n'est pas des composantes les uns sur les autres, et donc que leur produit scalaire soit nul. Du coup, il n'y aura aucune ambiguïté entre le ket g1 et le ket g2, puisque vous ne pourrez jamais écrire le ket g1 comme une combinaison linéaire qui, entre guillemets, aura du g2. Sinon, cela voudrait dire, vu ce qu'il se passe lorsque l'on mesure la grandeur g sur un vecteur psi, que vous pourriez obtenir d'autres valeurs que g1 si vous êtes dans l'état g1, ce qui précisément n'est pas le cas. Donc nous allons construire l'espace des états, de telle sorte que l'ensemble des ket gi constitue une base orthonormée de l'espace des états. Petit 2. Construction de l'espace des états. L'espace des états est ce qu'il est, il est constitué d'un certain nombre d'états, dont on a vu, en vertu du principe de combinaison, qu'il constitue un espace vectoriel. On a vu qu'il pouvait être utile d'ajouter à cet espace vectoriel une structure à partir de la forme hermitienne. Ce que l'on va faire maintenant, c'est simplement définir la forme hermitienne, c'est-à-dire que l'on va définir la notion d'orthogonalité, de telle sorte que les vecteurs qui ont une valeur de g bien définie soient orthogonaux. Nous allons nous mettre dans le cas où une seule grandeur physique suffit à distinguer les états. Nous généraliserons par la suite. On a un ensemble d'états bien définis, ensemble des ket gi. On sait que l'espace des états contient au moins toutes les combinaisons linéaires des ket gi, et nous allons supposer qu'il ne contient que les combinaisons linéaires des gi. Donc l'espace des états, on le définit comme ceci. Ça va être un espace de Hilbert, donc on va le noter H. H égale vecte de l'ensemble des ket gi. C'est tout simplement l'espace vectoriel engendré par les ket gi, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables des vecteurs gi. Si ces gi sont en nombre infini, ces combinaisons linéaires, qui doivent être finies en général, peuvent être étendues à des combinaisons linéaires infinies, moyennant des propriétés de convergence que l'on précisera très clairement plus tard, quand on introduira les bases de Hilbert d'un point de vue mathématique. Mais si vous voulez pour l'instant raisonner simplement en dimension finie, vous avez un certain nombre d'états qui ont une valeur de g bien définie, et on les note gi, et l'espace des états, c'est simplement toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Donc c'est en phase avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que l'on va définir un produit hermitien qui colle à la réalité physique de ces états, c'est-à-dire au fait qu'ils sont très précisément distinguables les uns des autres, via la mesure de g, contrairement à ces vecteurs-là, ket psi égale somme sur i des alpha i gi, qui ne sont pas distinguables les uns des autres, puisque la mesure de g peut donner le même résultat pour des vecteurs différents. Pour les ket gi, la mesure de g ne peut pas donner le même résultat, jamais, puisque chacun a une valeur bien définie. Donc on va définir le produit hermitien H tel que H de gi gj égale bracket gi gj égale delta ij. On définit la structure hermitienne précisément pour qu'ils soient orthogonaux.
Remarque. Nous avions vu que si l'on avait un certain état GI et qu'on le multipliait par un certain nombre lambda, donc lambda GI, on avait toujours le même état, puisqu'il donnait les mêmes probabilités d'obtenir toutes les valeurs des grandeurs physiques. Donc, si l'on a une base orthogonale, on peut la rendre orthonormée simplement en divisant par la norme des vecteurs, ce seront les mêmes états. On a alors le produit hermitien de n'importe quelle paire de vecteurs. Prenons deux états quelconques, phi et psi, qui sont donc des combinaisons linéaires de l'espace vectoriel. Phi égale somme sur i des alpha iji, et psi égale somme sur j des bêta j. Faisons le produit hermitien entre phi et psi. Par sesquilinéarité, on obtient bracket phi psi égale somme sur i des alpha i étoiles, somme sur j des bêta j, bracket gi. Mais comme le bracket gi c'est delta ij, puisque par définition on a choisi la forme hermitienne qui rend la base des gi orthonormées, le produit hermitien ici n'est rien d'autre que somme sur i des alpha i étoiles bêta i. Et on a donc le produit hermitien standard dans l'espace C puissance n, dans l'espace vectoriel sur C de dimension n, où on fait simplement le produit scalaire standard à partir des composantes des deux vecteurs sur la base des gi. Voilà, l'espace des états est défini, c'est un espace de Hilbert. En dimension finie, on l'appelle espace hermitien, mais on généralisera à la dimension infinie. C'est un espace vectoriel muni d'un produit hermitien, c'est tout. Question. Du coup, à quoi correspond le vecteur nul de cet espace ? À rien de particulier. Il ne correspond à aucun état, puisque le vecteur nul de cet espace, c'est 0 fois n'importe quel KGI. Et donc il est à la fois tous les états et aucun état. Petit 3. Coordonnées d'un état de la base, ensemble des KGI. Bien, puisque l'on a construit l'espace des états comme l'espace vectoriel engendré par les GI, on peut donc écrire n'importe quel vecteur d'état psi comme une combinaison linéaire des différents GI. Soit psi égale somme sur i des alpha i KGI. On appelle chaque alpha i la coordonnée de psi sur le vecteur GI. Que vaut cette coordonnée ? C'est simple, il suffit de prendre le produit scalaire gk psi, bracket gk psi égale somme sur i de alpha i bracket gk gi. En effet, compte tenu du produit hermitien que l'on a défini, tous les termes de la somme sont nuls, sauf quand k égale i. Donc au final, cette somme est égale à alpha k. Bracket gk psi égale alpha k bracket gk égale alpha k. Les différents alpha i, les coefficients, sont donc les produits scalaires de psi avec les différents gi. On peut donc écrire psi égale somme sur i de bracket gi psi ket gi. Le ket psi est la combinaison linéaire des gi avec pour coefficient de chaque gi le produit scalaire de psi avec le gi en question. Ceci est très général, ça ne doit pas vous surprendre. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez un vecteur dans l'espace géométrique, il n'y a rien de nouveau ici. Remarque. En dimension finie, c'est trivial, c'est ce dont on a l'habitude. En dimension infinie, toute l'essence des bases de Hilbert consistera à rendre l'écriture de cette somme, qui devient une somme d'un nombre infini de termes, pertinente et valable. C'est-à-dire qu'il faudra que cette somme-là converge d'une façon appropriée pour que l'on puisse écrire tout vecteur comme la combinaison linéaire des vecteurs de base, avec comme coefficient le produit scalaire sur le vecteur en question. Petit 4. Relation de fermeture et projecteur orthogonal. Donc, tout vecteur de l'espace de Hilbert, tout vecteur d'état, s'écrit comme ceci. Psi égale somme sur i de bracket gi psi gi. C'est une combinaison linéaire des vecteurs de base, avec comme coefficient le produit scalaire sur le vecteur en question. Le bracket gi psi, c'est un nombre, et le ket gi est un vecteur colonne. On peut passer ce nombre à droite, un nombre fois un vecteur ou un vecteur fois un nombre, ça revient au même. Ket psi égale somme sur i des ket i bracket gi psi. C'est juste une réécriture. Mais on voit apparaître quelque chose qui, appliqué à psi, donne psi. Donc ça a l'air d'être un opérateur qui n'est rien d'autre que l'opérateur identité. On le note aussi id chapeau ou 1 avec un chapeau. C'est la matrice identité. Vous prenez n'importe quel vecteur, vous lui appliquez cet opérateur devant, et ça donne le même vecteur. C'est donc l'identité. Mais l'on voit alors apparaître ici une somme de choses un peu étranges, que l'on n'avait pas encore rencontrées, des ket gi bras gi. On a vu les bras, on a vu les ket, on a vu les brackets, et là on a un ket bras. C'est le premier ket bras que l'on voit. Alors la question est, ce ket bras a-t-il un sens ? Prenons un ket bras avec deux vecteurs quelconques, phi et psi. On a vu que le ket phi était un vecteur colonne,
donc un vecteur standard, une matrice N1, et psi, ici, c'est un bras, une forme linéaire, mais en représentation par des coordonnées sur une base donnée. C'est un vecteur ligne 1n. On peut multiplier un vecteur colonne par un vecteur ligne, puisque le nombre de colonnes de l'un est égal au nombre de lignes de l'autre, n fois 1, 1 fois n, ce qui donne une matrice nn. Donc, phi psi est bien un opérateur dans l'espace vectoriel de dimension n. Donc, un bracket, c'est un nombre, c'est le produit hermitien. Maintenant, on voit des quêtes-bras qui sont des matrices nn, c'est-à-dire des opérateurs standards, comme n'importe quel opérateur linéaire qui agit sur un vecteur. Alors, comment agit ce quête-bras sur un vecteur? Eh bien, on va prendre le cas particulier où phi et psi sont le même vecteur, ce que l'on avait ici. Quête psi égale somme sur i, quête gi, bracket gi psi. On avait donc en fait une somme de quête-bras G1 plus quête-bras G2 plus quête-bras G3, etc., quête-bras Gn. Si phi égale psi, quel est cet opérateur quête-bras phi phi? Eh bien, appliquons cet opérateur à un vecteur quelconque u, quête-bras phi phi u, ce qui donne bracket phi u appliqué au quête phi. Le bracket phi u, c'est un nombre, puisque c'est un produit hermitien. Donc cet opérateur quête-bras phi phi, appliqué à n'importe quel vecteur, ça va vous donner un vecteur qui est proportionnel à phi. Et ça va extraire de ce vecteur u la composante que ce vecteur a sur phi. Le bracket phi u, c'est la composante de u sur phi. Donc, le bracket phi u, c'est en fait le projecteur du vecteur u sur phi. Ça vous produit un vecteur qui est proportionnel à phi et qui a exactement comme longueur la composante de u sur phi. Du moins si phi est de norme 1, donc on va tout de suite préciser. Si l'on fait quête-bras gi, quête u, et c'est la magie avec une notion bracket, ça se lit vraiment comme une multiplication de matrices. Donc on a quête gi une matrice n1, le bras gi une matrice 1n, et le quête u une matrice n1. On a vu que le produit de matrice était associatif, donc on peut considérer que l'on a quête bras gi, c'est-à-dire une matrice nn, appliquée au vecteur u. Ou bien que c'est un vecteur quête gi fois un nombre, le bracket gi u. Dans tous les cas, ça donne un vecteur, et ce vecteur est le projeté orthogonal de u sur gi. Dans le développement d'un vecteur sur la base des gi, vous ne conservez que le terme sur gi. Donc cet opérateur quête-bras gi conserve uniquement la composante sur gi. C'est le principe du projeté orthogonal sur un vecteur. Du coup, la matrice représentant le quête-bras gi sera la matrice qui a des zéros partout, sauf un 1 sur la diagonale au rang i. Et ce que nous dit la relation de fermeture somme sur i des quête-bras gi égale l'identité, avec cette matrice quête-bras, c'est que tous ces termes quête-bras gi sommés, c'est la matrice diagonale avec des 1 partout sur la diagonale, donc l'identité. On fait la somme de ces projecteurs, et si vous projetez sur l'ensemble des vecteurs de la base, au total, vous obtenez l'identité. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Alors, plus généralement, si le quête phi est un vecteur d'état quelconque, le projecteur orthogonal sur phi s'écrit projecteur orthogonal sur phi égale quête-bras phi phi. Sauf que si le quête phi n'est pas normé, il va falloir diviser par la norme de phi. Projecteur sur phi égale quête-bras phi sur bracket phi. C'est assez facile à voir qu'il faut diviser par la norme. Par exemple, en appliquant cette formule à phi lui-même. On va avoir le quête phi fois le quête-bras phi phi sur le bracket phi phi. Ce qui donne bien le quête phi fois le bracket phi sur le bracket phi, soit le quête phi. Et cette somme, somme sur i des quête-bras gi égale l'identité, s'appelle la relation de fermeture. Petit 5, norme de phi. Par définition, la norme au carré du quête phi, c'est h de phi phi, c'est-à-dire le bracket phi phi. La relation de fermeture nous dit que la somme sur i des quête-bras gi égale l'identité. Donc on peut introduire cette expression dans le bracket phi phi, somme sur i du bras phi quête-bras gi quête phi. On voit à nouveau la puissance de ce formalisme. Par associativité du produit de matrice, on peut introduire entre le bras phi et le quête phi l'opérateur identité, et on obtient immédiatement l'expression de la norme. En effet, le bracket phi gi est le complexe conjugué du bracket gi phi, ce qui veut dire que l'on a en fait les modules au carré de phi gi, sommés sur i. Somme sur i des brackets phi gi et des brackets gi phi égale somme sur i des modules au carré de gi phi. On retrouve bien que la norme est la somme des modules au carré de chacune des composantes. Petit 6, mesure de g. Petit a,
opérateur G associé à une grandeur physique G. Ce qui suit n'a aucun contenu physique supplémentaire particulier, mais va nous permettre de rendre vraiment efficient l'ensemble du formalisme que l'on a introduit jusqu'ici. Nous avons construit l'espace des états comme un espace vectoriel engendré par les vecteurs Gi, vecteurs correspondant à des états ayant une valeur bien définie de la grandeur G. Nous allons définir l'opérateur G par son action sur les éléments de la base de notre espace des états de la façon suivante. G appliqué au quai Gi égale Gi fois le quai Gi. On définit l'opérateur G, l'opérateur associé à la grandeur physique G, comme l'opérateur qui a pour vecteur propre les états qui ont une valeur bien définie, et pour valeur propre, la valeur bien définie en question. C'est complètement arbitraire, mais ceci définit un opérateur. Alors, pourquoi cela définit un opérateur ? Parce qu'une fois que l'on a dit ça sur l'opérateur G, alors, par linéarité, on connaît son action sur n'importe quel vecteur d'état, sur n'importe quel état du système. Si le système est dans un état psi, qui est la somme des alpha i Gi, par combinaison linéaire, nous savons comment G agit sur cet état, puisque l'on sait comment G agit sur les vecteurs de base. Pour G appliqué à psi, nous aurons G appliqué à psi égale somme sur i des alpha i Gi fois les 4 Gi. On définit cet opérateur de cette manière. Il n'y a aucun contenu physique supplémentaire là-dedans, alors pourquoi ça va être utile ? On a vu que dans l'espace des états, vis-à-vis d'une grandeur G, l'immense majorité des états n'avaient pas de valeur bien définie de G. Mais certains états, les 4 Gi, ont des valeurs de G bien définies, et on a construit l'espace des états de telle sorte que ces vecteurs-là forment une base orthonormée. Ces vecteurs jouent donc un rôle particulier, et par conséquent, il est très naturel de les singulariser en disant que ce sont des vecteurs propres de l'opérateur G, et d'associer à ces vecteurs propres la valeur propre qui est précisément leur valeur de G, c'est-à-dire Gi. En conséquence, l'opérateur G est représenté dans la base de l'ensemble des 4 Gi par la matrice diagonale suivante. G égale la matrice avec sur la diagonale G1, G2, G3, etc. Gn. Nous verrons plus loin comment généraliser en dimension infinie. On va maintenant se servir de cet opérateur. Petit b, moyenne des résultats d'une mesure. Alors, quelle est la moyenne des résultats d'une mesure de la grandeur G sur un état psi égale somme sur i des alpha i Gi ? Si on mesure G dans l'état psi, on va obtenir comme résultat Gi avec la probabilité P de Gi égale module de alpha i au carré sur somme sur J des modules de alpha J au carré. C'est la règle de Born. Mais sur un grand nombre de mesures d'un même état, quelle sera la moyenne ? La moyenne des résultats que l'on obtiendra, c'est chaque valeur multipliée par la probabilité d'avoir, et on fait la somme. Soit, en notant pour l'instant la moyenne de psi de cette manière, on aura moyenne de G sur l'état psi égale somme sur i de P de Gi multiplié par Gi. En remplaçant P de Gi par l'expression donnée par la règle de Born, cette moyenne vaut donc moyenne de G dans l'état psi égale somme sur i des modules de alpha i au carré multiplié par Gi sur la somme sur J des modules de alpha J au carré. Maintenant que nous avons une expression de la moyenne de G dans l'état psi, nous allons démontrer que celle-ci peut également s'écrire comme suit. Moyenne de G dans l'état psi égale bras psi opérateur G ket psi sur le bracket psi. Commençons par calculer le numérateur psi g psi, le produit scalaire entre le ket psi et G appliqué à psi. Psi g psi égale h de somme sur j des alpha j ket gj et de somme sur i des alpha i gi ket gi. Par linéarité à droite et semi-linéarité à gauche, on obtient somme sur i, somme sur j des alpha j étoile alpha i gi multiplié par h de gj gi. Et comme h de gj gi c'est égal à delta ji, on a psi g psi égale somme sur i des alpha i étoile alpha i gi égale somme sur i des modules de alpha i au carré gi. Par ailleurs, au dénominateur, nous avons le bracket psi égale somme sur j des modules de alpha j au carré, soit psi g psi sur le bracket psi égale somme sur i des modules de alpha i au carré j sur somme sur j des modules de alpha j au carré. Et on retombe bien sur l'expression de la moyenne établie au départ. Si le ket psi est de norme 1, et en général on choisit des vecteurs d'état normé, on a donc le bracket psi psi égale 1, et on peut donc simplifier la formule en supprimant le dénominateur. Et donc au final, la moyenne de G dans l'état psi égale bras psi opérateur G ket psi. Et on note cette moyenne de cette manière. Moyenne de G dans l'état psi égale par définition l'opérateur G entre chevrons. Donc si l'on fait une mesure de la grandeur G, soit le système est dans un des états Gi, un état propre ayant une valeur bien définie de G
Et la moyenne vaudra donc bras GI opérateur G 4GI égale GI multiplié par le bracket GI, et donc c'est égal à GI. Normal puisque la mesure donnera à coup sûr GI. Soit psi est une combinaison linéaire d'états GI, et à ce moment-là on obtiendra en moyenne psi G psi. Donc G est l'opérateur qui fait jouer un rôle spécial aux états ayant une valeur bien définie de G, et il en fait des vecteurs propres ayant comme valeur propre associée leur valeur de G. Et si on construit G de cette manière, voilà comment s'écrit la moyenne des valeurs de tout état psi. Petit 7, cas de plusieurs grandeurs physiques discriminantes. Jusqu'à présent, nous avons considéré une grandeur physique G, et nous avons dit il y a un certain nombre d'états GI qui ont des valeurs bien définies GI de cette grandeur physique. Mais après tout, rien n'empêche qu'il y ait plusieurs états distincts qui aient la même valeur bien définie de G. Ce qui voudra simplement dire que ces états se distinguent vis-à-vis d'une autre grandeur physique. Et donc il y a besoin d'une autre grandeur physique pour les distinguer. On va appeler G' cette autre grandeur physique qui va permettre de discriminer les GI. Pas tous encore, on va dire certains états GI, ayant la même valeur de G, à savoir GI. Ils vont se distinguer par des valeurs bien définies de G', que l'on va noter G''J. Deux états peuvent avoir le même GI, mais des G''J différents. Alors, comment va-t-on noter ces états? On va les noter comme ceci, ket GI G''J. Donc un état qui aura pour la grandeur physique G la valeur GI, et pour la grandeur physique G' la valeur G''J. On précise que l'espace d'indexation des I et des J n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir 12 valeurs différentes de G possibles, et seulement 3 de G', ou le contraire. On a deux grandeurs physiques distinctes, et les états notés ket GI G''J ont tous la même valeur de G qui est GI, mais des valeurs G''J différentes. Alors attention, pour différents I, on peut avoir différents ensembles de valeurs possibles de G'. C'est-à-dire qu'en toute rigueur, il faudrait ajouter un I à côté du J, ket GI G''IJ. Mais on ne le fait pas en général, c'est-à-dire que quand on a un ket comme ceci, ket GI G''J, qui se réfère aux valeurs bien définies de deux grandeurs physiques, la première est supposée commune à toutes et la deuxième peut varier. Par exemple, associé à la valeur G1, il peut y avoir trois valeurs de G' différentes. Par contre, associé à la valeur G2 de G, il peut y avoir 12 valeurs de G' différentes. Ce n'est pas forcément la même dimensionnalité de G' pour chacun des GI. On va voir ça tranquillement avec des exemples. Mais ça peut ne pas suffire. Il peut y avoir encore plusieurs états qui ont la même valeur de G et la même valeur de G'. Alors on passe à une autre grandeur G seconde, et on va fabriquer des états ket GI, G''J, G seconde K, etc. L'idée c'est d'épuiser complètement l'espace des états. Il est possible que deux états aient le même G et le même G', mais il y a un moment où on aura épuisé la réalité physique, et on aura donc identifié un ensemble d'opérateurs qui à eux tous caractérisent entièrement la réalité physique, l'espace des états. Remarque. Imaginons trois valeurs de GI possibles, 1, 3, 6, d'une grandeur G donnée. Pour G1, on peut avoir, pour les valeurs de G''J, 11, 17, 19. Donc J, l'ensemble des valeurs possibles, devient J égale l'ensemble 11, 17, 19. Mais pour G3, on peut avoir pour G''J 12, 14, 21, 15, 561. Et donc J, l'ensemble des valeurs possibles, devient J égale l'ensemble 12, 14, 21, 15, 561. On voit qu'on a deux ensembles différents notés tous les deux J. C'est un problème. D'où l'idée de mettre un petit i à côté du J, G''Ij. C'est une manière de dire l'ensemble J correspondant à cette valeur de G particulière. Donc l'idée, c'est de faire émerger, par un système physique donné, un ensemble de grandeurs physiques discriminantes compatibles. Alors on va revenir là-dessus, c'est très important. Qu'entend-on par grandeur compatible? Si vous avez deux grandeurs physiques, il n'est pas nécessaire qu'il existe des états qui ont une valeur bien précise de l'une et une valeur bien précise de l'autre. Il est même très courant que ce ne soit pas le cas. Donc ce qu'on appelle grandeurs physiques compatibles, ce sont justement des grandeurs physiques qui permettent de faire des états du type GI, G''J, G seconde K. C'est-à-dire pour lesquels il y a une base d'états, donc une famille génératrice dont on peut faire une base, qui ont des valeurs bien définies de chacune de ces grandeurs physiques. Petit 8, notion d'observable. Petit a, définition. On appelle observable toute grandeur physique prenant une valeur bien définie pour un ensemble d'états formant une famille génératrice de H. H étant l'espace des états. S'il n'y a aucun état avec une valeur bien définie de cette grandeur, ce n'est pas une grandeur physique associée au système. Mais pourquoi veut-on qu'il y ait une famille génératrice d'états qui ont une valeur bien définie? Simplement pour que l'on puisse déterminer le résultat d'une mesure d'une grandeur G pour n'importe quel état du système. Ce résultat est donné par la règle de Born, c'est-à-dire que si vous avez un développement d'un état
donc une combinaison linéaire de vecteurs d'état sur un ensemble, qui ont une valeur bien définie de G, alors la mesure de G va donner aléatoirement un DGI, avec comme probabilité le module au carré du coefficient du développement. Si les états qui ont une valeur bien définie ne formaient pas une famille génératrice, il y aurait des états qui ne pourraient pas être écrits comme une combinaison linéaire d'états à valeur bien définie. Et par conséquent, on ne pourrait pas dire ce que va donner la mesure de la grandeur en question. Or, mesurer une grandeur consiste juste à faire interagir un système avec un instrument de mesure. On doit pouvoir faire ça, quel que soit l'état du système. Donc, une grandeur physique pertinente, pas juste pour un état particulier, mais pour un système entier, doit pouvoir être mesurée quel que soit l'état du système. Et donc, il faut qu'il y ait effectivement une famille génératrice, c'est-à-dire qu'il soit possible d'atteindre tous les états par une combinaison linéaire d'états à valeur bien définie. Et si on a une famille génératrice, alors on peut en extraire une base orthonormée par le procédé de Gram-Schmidt. Petit b, opérateur associé. Jusqu'à présent, on a appelé cette grandeur G et nous avons construit l'espace des états à partir des états KGI. On va cette fois-ci appeler F la grandeur physique, celle pour laquelle le système a une valeur bien définie dans une famille génératrice d'états, de façon à pouvoir définir l'opérateur associé. On prend une base orthonormée qu'on va noter ensemble des quêtes FI, et on définit l'opérateur F exactement comme nous l'avons fait pour G, de telle sorte que dans cette base, cet opérateur soit diagonale, avec pour valeur sur la diagonale les valeurs bien définies des quêtes FI en question. C'est-à-dire que l'on définit F tel que opérateur F appliqué aux quêtes FI égale la valeur FI multipliée par le quête FI. Donc, la représentation matricielle de l'opérateur F dans la base des quêtes FI sera F égale la matrice avec sur la diagonale F1, F2, F3, etc. jusqu'à Fn. Jusqu'à Fn, mais éventuellement à l'infini. On commencera à voir comment travailler dans l'espace de dimension infinie avec une représentation matricielle en étendant un petit peu la définition. Donc cette matrice est la représentation de l'opérateur F dans la base des FI, mais évidemment la représentation matricielle d'un opérateur dépend de la base dans laquelle on le représente. C'est exactement ce que l'on a fait pour G, c'est normal. Ce qu'on avait noté G était la grandeur physique qui nous avait permis de construire l'espace des états, mais il peut y avoir d'autres grandeurs physiques desquelles on aurait pu partir. Maintenant, on en a une autre. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on appelle observable une grandeur physique pour laquelle il existe une famille génératrice d'états qui ont une valeur bien définie. Question. Les valeurs bien définies, ce sont les valeurs propres de F ? Oui, on construit l'opérateur F de telle sorte que les états qui ont une valeur bien définie soient vecteurs propres de cet opérateur, associés à la valeur propre, la valeur bien définie en question. L'ayant construit ainsi, par linéarité, on connaîtra l'action de cet opérateur sur n'importe quel état, puisque n'importe quel état pourra s'exprimer comme une combinaison linéaire des quêtes FI de base. Mais alors, ce qu'on voit, c'est que cet opérateur associé à l'observable est un opérateur auto-adjoint, puisque la matrice qui va représenter dans cette même base l'opérateur adjoint F est la transposée conjuguée de F, c'est-à-dire F croix. Mais une valeur bien définie d'une grandeur physique est forcément une valeur réelle. Les grandeurs physiques représentant une notion de quantité, il n'y a que les réels qui peuvent donner une notion de quantité. Donc les FI, on l'avait déjà vu pour les GI, sont dans R. Par conséquent, FI étoile égale FI. Donc la matrice transposée conjuguée de F est égale à F. F égale F croix. Donc à tout observable défini comme ceci, l'opérateur F multiplié par le vecteur FI égale FI multiplié par le vecteur FI, on peut associer un opérateur qui se trouve forcément être un opérateur auto-adjoint. Réciproquement, tout opérateur auto-adjoint peut être diagonalisé dans une base orthonormée. Si vous avez un opérateur auto-adjoint, il existe une certaine base orthonormée dans laquelle l'opérateur sera représenté par une matrice diagonale à coefficient réel. On pourra alors associer à cet opérateur une grandeur physique qui, dans les vecteurs de base, auront une valeur bien définie, lambda i, pour le im vecteur de base. Et si on réalise un instrument de mesure qui révèle cette valeur-là, on peut aussi appliquer cet instrument à n'importe quel autre état qui n'aurait pas une valeur bien définie, mais dont on va obtenir le résultat par combinaison linéaire des résultats possibles, puisque les quêtes FI forment une base, et que n'importe quel vecteur peut donc être développé sur celle-ci. Petit c, vocabulaire. Du fait de la double correspondance entre un observable et un opérateur, on a en fait trois notions qui sont assimilées. Premièrement, la notion de grandeur physique pertinente pour un système, au sens où on peut mesurer cette grandeur physique pour n'importe quel état du système. Cette grandeur physique prend des valeurs bien définies dans une famille génératrice du système. Deuxièmement, la notion d'opérateur auto-adjoint. On peut associer à cette grandeur physique un opérateur auto-adjoint de la façon dont on l'a construit précédemment. Troisièmement, la notion d'observable. Réciproquement, un opérateur auto-adjoint peut être diagonalisé en base orthonormée et donc être associé à une grandeur physique pertinente, et c'est ça qu'on appelle observable. On emploiera ces trois expressions de façon complètement synonyme à partir de maintenant. On peut en principe concevoir un instrument de mesure qui va révéler la valeur de cette grandeur physique
pour les états qui ont une valeur bien définie. Alors, petite remarque, attention, on peut très bien concevoir des opérateurs auto-adjoints, qui sont donc des observables, mais pour lesquels on serait bien normal de créer un instrument de mesure qui la mesure. Donc c'est une observable en principe. Petit 9, compatibilité entre observables. On dit que deux observables f et g sont compatibles s'il existe une base d'état, dès qu'on a une famille génératrice, on peut en faire une base, donc on va simplement dire une base, qui ont une valeur bien définie à la fois de f et de g. Dans cette base, les opérateurs f et g seront représentés par les matrices diagonales suivantes. Donc ce sont deux matrices diagonales avec sur la diagonale les valeurs propres fi de f et gi de g. Donc le premier vecteur de la base sera le ket f1g1, le deuxième f de g2, etc. On dit que les opérateurs f et g sont simultanément diagonalisables. Et on montrera que ceci est possible si et seulement si le produit d'opérateurs f fois g égale g fois f. Réciproquement, si deux matrices sont simultanément diagonalisables, bien évidemment on a fg égale gf, par commutativité de la multiplication tout simplement. fg égale f1g1, f2g2, f3g3, etc. sur la diagonale, et g fois f égale la matrice avec sur la diagonale g1 fois f1, g2 fois f2, g3 fois f3. Question. Il n'existe pas de valeur fi telle que gj ne soit pas définie? Si, justement, on va répondre précisément à cette question. Le point clé, c'est que la valeur f2 du ket f2g2 peut très bien être égale à la valeur f1 du ket f1g1. On va prendre un exemple en dimension 3. On a un opérateur f avec sur la diagonale les valeurs f1, f1, f3 et l'opérateur g avec sur la diagonale g1, g2, g3. On a une base d'état de ce système ensemble ket e1, e2, e3. Le ket e1 a une valeur bien définie de f qui vaut f1 et une valeur de g qui vaut g1. Le ket E2 a la même valeur f1 et une valeur bien définie de g qui vaut g2. Regardons l'état psi égale alpha ket E1 plus bêta ket E2. Cet état a une valeur bien définie de f qui est f1 puisque c'est une combinaison d'états qui ont la même valeur bien définie de f. Donc pour cet état, si on fait l'opérateur f appliqué à psi, on a alpha opérateur f ket E1 plus bêta opérateur f ket E2. Par définition de l'opérateur, f multiplié par E1 égale f1 fois le ket E1, et f fois ket E2 égale f1 fois le ket E2. Donc f appliqué à psi égale alpha f1 ket E1 plus bêta f1 ket E2. Et là, on peut mettre f1 en facteur. Du coup, on a f1 multiplié par, entre parenthèses, alpha ket E1 plus bêta ket E2. Et là, alpha ket E1 plus bêta ket E2, c'est psi. Et donc au final, on a bien f appliqué à psi égale f1 appliqué à psi. Donc psi est vecteur propre associé à la valeur propre f1. Psi est un état à valeur de f bien définie. Par contre, si vous reprenez la même combinaison linéaire mais avec l'opérateur g cette fois-ci, l'état qui est combinaison de g1 et g2, psi égale alpha ket E1 plus bêta ket E2 n'aura pas une valeur de g bien définie. Puisque si maintenant on applique g à psi, on va obtenir alpha g1 ket E1 plus bêta g2 ket E2. Et ça, si g1 est différent de g2, on ne peut pas le mettre en facteur. Et donc, on n'aura pas un multiple de psi à la fin. Donc, psi n'est pas vecteur propre de g. Et si on mesure g dans cet état-là, on va trouver la valeur g1 avec la probabilité module de alpha au carré et la valeur g2 avec la probabilité module de bêta au carré, la règle de Born. Donc, lorsque nous avons généralisé au cas où il y avait besoin de plusieurs grandeurs physiques pour discriminer tous les états possibles, nous avons supposé qu'il y avait plusieurs états qui avaient la même valeur d'une certaine grandeur, et on a dit qu'on avait besoin d'une autre grandeur pour les discriminer. Cette autre grandeur doit être compatible au sens où l'on doit pouvoir trouver des vecteurs propres qui ont une valeur propre bien définie de g au sein de ce sous-espace, ce qui n'est pas nécessairement possible. Deuxième point, nous avons ici ce qu'on appelle un sous-espace propre. Dès lors que vous avez deux vecteurs associés à la même valeur propre, toute combinaison linéaire de ces vecteurs forme un vecteur qui est à nouveau associé à la même valeur propre. Si les ket E1 et E2 sont tous les deux associés à la valeur propre f1, alors alpha ket E1 plus bêta ket E2 sera aussi un vecteur propre associé à la valeur propre f1. L'ensemble des vecteurs qui sont associés à une même valeur propre forment un sous-espace vectoriel, puisque toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs forment encore des vecteurs de ce sous-espace. Donc, à chaque valeur propre d'un opérateur quelconque est associé un sous-espace vectoriel. Ce sous-espace peut être de dimension 1 s'il n'y a qu'un seul vecteur qui est associé à cette valeur propre, mais si vous avez ne serait-ce que deux états distincts, c'est-à-dire pas l'un qui est multiple de l'autre, pas collinéaire, et qui sont associés à la même valeur propre,
alors toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs sont à nouveau un vecteur propre associé à la même valeur propre. Et donc vous avez tout l'espace de dimension 2 qui est sous-espace propre pour cette valeur propre. Donc on peut écrire l'espace des états, l'espace de Hilbert, comme une somme directe. H égale E de G1 plus E de G2 plus E de G3 plus etc. E de Gn. Où EG1 est le sous-espace propre associé à la valeur propre G1, etc. Dans le cas où il n'y a qu'une seule grandeur physique discriminante, ces espaces vectoriels sont juste les espaces vectoriels associés à chaque vecteur d'état. EG1 associé au vecteur 4G1, EG2 associé au 4G2, etc. Mais si vous avez plus qu'un seul état associé à une valeur propre, alors l'ensemble des états associés à cette valeur propre forment un espace vectoriel. Et ce que l'on a vu, c'est que si vous avez deux vecteurs propres d'une même grandeur physique, c'est-à-dire d'un même opérateur auto-adjoint, pour des valeurs propres différentes, alors ils sont orthogonaux. Donc, ces sous-espaces propres-là sont orthogonaux 2 à 2. Maintenant, que se passe-t-il quand on réalise une mesure de la grandeur physique G sur un état du système? C'est d'ailleurs là où l'interprétation de Copenhague est à nouveau en danger. Que se passe-t-il si on mesure la grandeur G sur un état quelconque psi, qui va être une combinaison linéaire des vecteurs de base? La mesure de G doit donner un résultat. On mesure, on fait interagir l'instrument, il va sortir quelque chose. Si on a un état qui n'a des composantes que dans un des sous-espaces, c'est par exemple une combinaison linéaire d'états qui ont tous la valeur G1. Si on mesure G là-dedans, on va trouver G1. Si on mesure G sur un état qui a des composantes un peu partout, que va-t-on trouver? On va évidemment trouver aléatoirement G1 ou G2 ou Gn, mais avec quelle probabilité? Eh bien, on va trouver Gi avec la probabilité qui est la valeur moyenne de la projection orthogonale sur l'espace associé à Gi. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder qu'une seule composante. Prenons un vecteur qui s'écrit 4G1 plus 4G2A plus 4G2B plus 4G3. Donc, on prend un cas simple, il n'y a qu'un vecteur de base pour toutes les valeurs, sauf pour la valeur G2, où il y en a deux. Il y a deux vecteurs de base qui ont la même valeur G2. C'est dégénéré, on a un sous-espace de dimension 2 ici, 4G2A plus 4G2B. Si maintenant on est dans un état psi qui vaut psi égale alpha 1 4G1 plus alpha 2A 4G2A plus alpha 2B 4G2B plus alpha 3 4G3, et on suppose que c'est normalisé, donc la somme des modules des alpha i au carré fait 1. Si on mesure G dans cet état-là, que va-t-on trouver? On va trouver G1 avec la probabilité module de alpha 1 au carré, et G3 avec la probabilité module de alpha 3 au carré. Mais quelle sera la probabilité de trouver G2? Eh bien, ça sera évidemment module de alpha 2A au carré plus module de alpha 2B au carré. Et quel va être le vecteur produit par cette mesure-là? Quel sera l'état du système après la mesure? Eh bien, après la mesure, l'état du système va être cette combinaison linéaire-là. Alpha 2A 4G2A plus alpha 2B 4G2B. Donc, on ne sélectionne pas qu'une seule composante, on sélectionne la combinaison linéaire sur le sous-espace entier compatible avec cette valeur-là. Donc on conserve tout ce qui est compatible avec la valeur mesurée. C'est là que, pour l'interprétation de Copenhague, ça peut quand même poser problème. Tandis que dans l'interprétation d'Everett, il y a zéro problème ici, puisque la mesure vous porte le système dans une combinaison alpha 1 4G1 croix G mesuré G1, plus, entre parenthèses, alpha 2A 4G2A plus alpha 2B 4G2B croix G mesuré G2, plus alpha 3 4G3 croix G mesuré G3. Donc, si l'on observe G2, on va effectivement sélectionner toute cette branche. Alpha 2A 4G2A plus alpha 2B 4G2B. Parce que ce sera le même état de perception de l'observateur qui correspond à toute cette combinaison linéaire. Ça va sélectionner tout ce qui est compatible avec ce qu'on aura mesuré. C'est très important. Quand on mesure G, si les sous-espaces propres associés aux valeurs de G sont de dimension 1, on sélectionne le vecteur en question. S'ils sont de dimension plus grande, on sélectionne tout le sous-espace. Question. Mais on pourra observer l'état G2A ou G2B, non? Alors, on ne peut pas les observer en mesurant G. On pourra les observer séparément si on mesure la grandeur physique qui est discriminée par les deux états, alpha 2A 4G2A et alpha 2B 4G2B, qui dans un cas vaut A et dans l'autre vaut B. Et on va trouver A avec la probabilité module de alpha 2A au carré et B avec la probabilité module de alpha 2B au carré. Finalement, tout ça est assez naturel.